le président en exercice, je ne le vois pas. C'est les nouvelles têtes que je vois. Et il y en a qui disent qu'ils sont proposés, d'autres sont membres. Est-ce que c'est des anciens membres du gouvernement qu'on a reconduits après que les autres soient tombés avec l'ancienne équipe? Mais j'ai compris après vos explications. La deuxième question, je me posais la question pendant que vous parlez, mais en fait, quel est l'objet de la visite? Soit c'est pour vous présenter ou pour demander quelque chose. Moi, j'ai compris que c'est les deux. Vous m'avez présenté les nouveaux maîtres des lieux, les rescapés, et vous m'avez dit ce que vous souhaitez. Vous savez, là où je suis, tout ce qui me concerne, c'est un enjeu au Mali. Même quand je parle, il y en a qui vont faire des réunions pour savoir mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête. Parce qu'il y en a qui pensent, je ne sais pas pourquoi, mais à tort, que beaucoup de gens n'arrivent pas à m'avoir et ils mettent leur filet, mais je m'en sors toujours. Au point que quelqu'un m'a dit dans les milieux politiques, il m'a donné des surnoms. Messi, il paraît que c'est un grand joueur. Il paraît que c'est une petite souris là, qui est tellement active là, vous ne pouvez jamais la rattraper. D'autres disent Merlin. Ça fait rire, n'est-ce pas? Il paraît que d'autres disent le renard. Il paraît que le renard parmi les fauves là, il est très malin. Bon, les moins machins disent que c'est comme le chat. Il paraît que quelle que soit la position où tu les jettes, il vient tomber sur les quatre pattes. Donc souvent quand on veut me chahuter dans les milieux politiques, c'est ce que les gens disent. Ils ne veulent pas appeler le nom. Il y en a qui disent ben, notre messil, ou bien notre merlin, ou notre chat, ou notre renard. En fait, s'ils se trompent, moi je ne trompe personne. C'est-à-dire que quand il y a un objectif commun qu'on a défini d'atteindre, je mets toute mon énergie sur ça. Même dans les études, ce que je dis aux enfants, à chaque étape de la vie, il faut se fixer une priorité. Il y a des moments pour étudier, pour avoir de bonnes notes. Il y a des moments où, parallèlement, pour se cultiver, lire beaucoup, des choses qui n'ont rien à voir avec votre spécialité. Moi, j'ai une licence en philosophie, par exemple, alors que je fais dans les télécommunications. C'est un domaine... Quand vous faites les recherches, vous faites la philosophie forcément. Plus le fait que je lis beaucoup sur l'histoire, ce qui est très loin des télécoms. Je dis donc aux enfants, à chaque étape de la vie, il faut se fixer un objectif. Faire bien et être parmi les meilleurs. Seul le travail ennoblit l'homme. C'est maintenant que, il paraît que quand, ça c'est des anecdotes que les gens me disent, il y a certains pays, quand vous partez faire votre concours, on vous demande, mais qu'est-ce que vous savez faire? Et c'est en fonction de ça qu'on vous prend. Il y a un autre pays, on vous demande, mais vous avez quel diplôme? Ils ont le mythe du diplôme là-bas. En oubliant que les plus grands inventeurs, les plus grandes personnalités dans l'histoire, ce n'est pas forcément des gens qui ont des grands diplômes. Regardez aux États-Unis ici qui ont créé les GAFA, Google, Amazon et ainsi de suite. C'est des jeunes diplômés, souvent c'est dans les garages. Il paraît que chez nous, on te demande mais qui t'a recommandé. Ailleurs on dit, que sais-tu faire? Quel diplôme tu as? Ici on dit mais qui t'a recommandé? Nous on a eu la chance de grandir à un moment où, quand on travaille, tu es sûr que tu seras choisi. Les enfants de paysans, nous avons quitté, comme on dit, la brousse. J'ai même un ami ministre là, 2015-16, quand on se chahutait, il veut marquer des points chez moi. Il dit, ah oui, Boyoro-Djam, il nous dit, nous sommes venus de la brousse. Il se demande même comment on est intelligent parce qu'on n'a pas regardé les dessins animés. Il dit qu'eux, ils ont eu la chance. Quand ils étaient petits, ils ont regardé les dessins animés, parce que ça développe.
Et que nous qui n'avons pas eu la chance de voir ça, ils se demandent comment ça en est sorti. Il a dit que c'est qu'il oublie. Nous, on avait nos grands-mères qui nous racontent beaucoup de choses le soir. Bon, ça, c'est entre nous, on s'est chahuté entre ministres. Mais pour vous dire qu'en ce moment, c'est le travail qui paie. Je ne dis pas que celui qui a les bras longs ne peut pas réussir. Mais nous, on n'avait aucun bras. On avait nos bras simples. Ils n'étaient ni longs ni courts, mais des bras simples. Et si tu bosses, tu sais que tu vas réussir. C'est ce qui me fait dire aux uns aux autres, en tout cas à mes enfants, aux jeunes qui m'écoutent, de travailler. Seul le travail en oublie l'homme. Et deuxième chose, j'ai déjà insisté là-dessus, c'est qu'à chaque étape de sa vie, il faut avoir des priorités. Il y a un moment pour dormir, il y a un moment pour manger, il y a un moment pour étudier, il y a un moment pour se distraire. Dès que vous mélangez, c'est fini. Vous savez, quand j'étais tombé malade, c'est parce que j'ai mélangé les choses sans me rendre compte. Et je l'ai payé cher. J'ai failli y laisser ma vie. Parce que vous savez, quand dans la vie, par jour, on a les 24 heures de temps, 28 heures c'est pour travailler, 8 heures c'est pour se distraire, se reposer, lire, regarder le cinéma, causer avec ses parents, et 8 heures pour dormir. Les 8 heures que vous faites en train de dormir, c'est pour charger votre cerveau. Les 8 heures que vous faites en train de travailler et causer, ça se décharge. Donc la nuit, quand vous allez dormir, c'est comme la batterie d'un téléphone que vous branchez. Il se charge d'énergie. Et quand vous allez vous réveiller et travailler, l'énergie part petit à petit. Et si vous mélangez les choses, ce qui a été mon cas au début de la transition, je me réveillais à 5h30, souvent pour dormir à 22h, 21h, 20h. Donc, au lieu de 8 heures de travail, je travaillais souvent 16h, 18h. Donc, la batterie s'est déchargée. Et donc, un jour, je suis allé me coucher. Il n'y avait plus d'énergie dans la batterie. Je ne me suis plus réveillé. Même hier, je rappelais au président, quand on a pris Kidal, les gens étaient tellement contents. J'ai dit, président, j'espère que ça ne sera pas comme le 9 août pour moi. Parce que le 9 août, on a montré les aéronefs qu'on vient d'acquérir, plus les drones. Le mardi, j'étais tellement content que je l'ai demandé si on peut remettre le conseil des ministres du mercredi à l'après-midi. Tellement je voulais dormir plus qu'il ne faut. Et moi, je suis allé me coucher. Je me suis réveillé. Mercredi, au lieu d'aller au conseil des ministres, je me suis réveillé dans une salle médicale. Et j'ai eu la chance parce que la batterie s'était totalement déchargée. Il n'y avait plus rien là-dedans. Et en général, les gens qui ont ça, statistiquement, c'est ce qu'une certaine radio a dit aux Maliens et beaucoup ont cru. Et 95% ne se réveillent plus. Et les 5% qui se réveillent aussi ne seront pas des hommes complets, à fortiori être Premier ministre. Mais j'ai eu la chance. Au bout de 6 semaines, on m'a fait le scanner. Et je voyais les médecins se réunir. Je les voyais parler, j'ai appelé le chef. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de chuchoter à mon propos? Il me dit, monsieur Maïga, vous êtes un miraculé. Parce qu'on n'a jamais vu dans notre carrière un malade qui a échappé comme vous. Parce que le scanner à l'entrée, quand il le compare au scanner 6 semaines après, c'était la terre et le ciel. Si ce n'était pas que c'est eux-mêmes qui l'avaient fait, ils allaient se dire que celui qui l'avait fait s'était trompé. Il me dit donc, vous avez une chance extraordinaire, parce que votre cerveau est en train de récupérer. J'ai rigolé en lui disant, et ça c'est le malade qui refuse de mourir. Et j'ai chahuté la dame qui
nous fait à manger en lui disant, bon, quand je vais sortir, vous allez faire un concours des malades, on va courir parce qu'en ce moment, on ne peut même pas s'arrêter, je ne peux pas m'arrêter, je ne peux même pas fermer les yeux. Il a dit que je vais être le premier. Ils se sont mis à rire. Alors j'ai dit, j'ai fait toute cette digression un peu pour détendre l'atmosphère, mais en fait, c'est pour vous dire que dans la vie, il faut toujours choisir ce qu'on fait à une étape donnée. Deuxièmement, dans la vie, quand on choisit, il faut le faire sérieusement. Toucher à un peu de tout sans rien connaître là, ça ne fait pas avancer la société. Chaque société, il y a des hommes, des femmes qui font le travail. Il y en a qui balayent les rues, il y en a qui lavent les toilettes, il y en a qui calculent, il y en a qui volent, il y en a qui chassent, il y en a qui font à manger. Donc dans une société, dans une société où chacun fait son travail, et l'État veille à la régularité et à la justice, tout va aller. Dans une société où les gens s'occupent de tout et de rien, ils font que parler. Comme chez nous, quand il y a un bon véhicule, il y a une panne, tu amènes chez certains, au lieu de te dire qu'ils ne connaissent pas cette marque, ils l'ouvrent, ils te le donnent avec d'autres pannes. Alors que c'était plus simple de te dire que je ne connais pas cette marque-là. Donc, dans votre vie aussi, tout ce que vous faites, essayez d'être le meilleur là-dedans. Tous les métiers sont nobles dans la vie. Il n'y a pas de sous-métier. Vous savez, quand moi j'ai passé au service national des jeunes, comme c'est à la mode maintenant, moi j'avais un doctorat d'État. Mais quand on a été faire le CNJ, comme le caporal aimait bien, vous savez, le caporal c'est le chef là-bas, quand il parle là, il n'y a pas histoire de diplôme. Et souvent il aime bien vous titiller, vous pousser à l'excès pour vous former le caractère. Moi j'étais membre du bureau national de l'INGM, j'étais normalement dispensé, mais je n'ai pas voulu. J'ai dit je vais le faire comme tous les jeunes Maliens. C'est la jeunesse qui a demandé cela. Mais le caporal, il me prend tout docteur d'État que j'étais. Tous les matins, il me dit d'aller laver les toilettes d'abord. Donc je porte les gants, je rentre dans les toilettes, je les lave très bien. C'est après que l'heure du travail commence. Mais si je me mettais à dire là-bas, non, moi je suis un docteur, je ne vais pas travailler, il y a les secrétaires, il y a les plombiers qui sont là. On est tous ensemble, il n'y a pas histoire de diplôme, on est tous des soldats de deuxième classe. Mais on a besoin aussi des gens qui nettoient les toilettes. Ça veut dire qu'il n'y a pas de saut métier dans la vie. Donc tout ce que vous faites, l'essentiel c'est de tout faire pour être le meilleur. Il faut le faire consciencieusement. Et travailler par étapes. Quand vous êtes jeune, j'imagine que ce que vous faites. En tout cas, quand j'ai vu votre demande, j'ai dit je vais vous rencontrer. Je ne sais pas ce que vous allez me dire, mais voici ce que moi j'allais vous dire. Seul le travail anoblit l'homme. Deuxièmement, à chaque étape de votre vie, mettez le focus sur quelque chose que vous faites bien pour être le meilleur. Quand vous êtes bien, vous ne pouvez pas rester comme ça. Je vous dis, dans tous les systèmes, dans tous les régimes, dans tous les pays, on a besoin de gens compétents. Si vous êtes un plombier très compétent, même le président a besoin de vous. Chaque fois, il va vous appeler. Si vous êtes quelqu'un qui sait bien déboucher les toilettes, la femme du président va vous chercher. Si vous savez bien faire les maisons, on va vous chercher. Si vous êtes un bon militaire, vous allez défendre votre pays. Donc faites en sorte que le travail que vous faites, vous le faites bien. Vous soyez parmi les meilleurs. Et n'oubliez pas de dormir suffisamment. Ça, je le dis à tout le monde. Parce que souvent, moi, je ne savais pas. J'ai dit aux gens que tout le temps que je me rappelle, toutes les bagarres que moi j'ai eu à faire, quand j'étais étudiant jusqu'à mon doctorat, c'est quand on me dérange dans le sommeil. C'est maintenant que je me suis rendu compte pourquoi à Djadja, moi je faisais ces bagarres-là. Parce que je préfère ne même pas manger le jour que de m'empêcher de dormir. Mais il y a certains qui disent que ce n'est pas important. Ne laissez pas votre sommeil, ne prenez pas le temps de travailler pour dormir aussi.
Parce que quand vous ne buvez pas de l'eau, vous pouvez faire des mois, 3 mois, vous ne mourrez pas. Quand vous ne mangez pas. Quand vous ne buvez pas de l'eau, vous pouvez faire 1 mois, peut-être vous ne mourrez pas. Mais si vous ne dormez pas, 3 jours, c'est fini. Donc on ne peut pas se passer du sommeil. Donc faites bien votre travail. Faites pour être parmi les meilleurs. Préservez votre santé et pensez à votre patrie. Il faut penser toujours être utile dans la société à quelque chose. Une personne qui n'est pas utile n'est pas une personne. Il faut toujours se poser la question en quoi vous êtes utile. Pour vous-même, pour vos parents qui vous ont mis dans le monde et la société qui vous prend en charge. C'est ce qui a fait dire à un président d'un pays, d'un grand pays, dire aux jeunes, avant de demander ce qu'on a fait pour vous, il faut vous poser la question, qu'est-ce que vous faites pour votre pays? Par exemple, aujourd'hui, les militaires qui sont en train de donner leur vie, il y en a qui meurent. Bon, beaucoup pensent qu'ils ont fait quelque chose qui est sans commune mesure. Parce qu'ils ont donné leur vie pour que nous autres, vous autres, on puisse vivre tranquillement. Donc, il a choisi le sacrifice ultime pour défendre la patrie. Donc, la défense de la patrie, il faut l'avoir en permanence chevillée au corps. C'est ce qui fait un homme. Et défendre la patrie, on peut le faire de diverses manières. La patrie peut avoir besoin de paysans. Il faut être un bon paysan. Ça peut être un besoin d'ingénieur. C'est ce qui m'a fait dire à un parent qui est malien de l'extérieur, qui était choqué par le fait qu'on dise qu'un malien de l'extérieur ne veut pas être président. J'ai dit, mais mon cher ami, on peut servir de son pays sans être président. Dans un pays, il n'y a qu'un seul président. On n'a pas besoin de quelqu'un qui a 2, 3, 4 nationalités. Peut-être toi, tu es de bonne foi. On met dans la loi. Il peut y avoir quelqu'un sur 1000 personnes, sur 1 million de personnes qui n'est pas de bonne foi. Qui a ses nationalités, il s'en sert pour faire autre chose. Imaginez quelqu'un qui a 3, 4 nationalités devient président d'un pays. Il a accès à tout. Sa signature peut même vendre le pays. Et il peut faire ce qui n'est pas conforme aux besoins du paysan qui est dans le petit coin. Son mandat finira dans son pays d'adoption. Ce n'est qu'en Afrique qu'on voit que quelqu'un peut être président, il peut être ministre de la Défense, il peut être ministre des Affaires étrangères, des domaines ultra stratégiques. Et puis après, quand il finit son mandat, il prend son sac, il va dans un autre pays et on l'embauche le lendemain. Mais soyez sûr qu'il a tout photocopié dans sa valise, il est parti avec. Donc j'ai dit à mon ami, toi tu es de bonne foi, il y a des millions comme toi. Quand on dit que quelqu'un qui a plusieurs nationalités ne peut pas être président, ce n'est pas contre les étrangers. C'est juste pour barrer la route, peut-être ça c'est 1 million de personnes que vous ne connaissez pas, mais qui n'ont pas de bonne intention. Et on se rend compte en Afrique que ça existe toujours. On a vu ici des ministres régaliens que les gens ont occupés. Dès qu'ils ont fini, ils ont quitté le Mali. Ils sont allés dans les pays d'adoption, qui leur ont donné tout de suite un boulot. Moi, je suis sûr que ça n'échange contre quelque chose. Donc, comme je dis, il faut aimer son pays. Il faut avoir une grande capacité de discernement entre ce qui est bien pour vous et ce qui n'est pas bien. Ce qui peut faire avancer votre cause et ce qui peut ne pas la faire avancer. Pourquoi je vous ai fait ce grand tour, surtout vous faire rigoler un peu au début avec les 4 noms qu'on attribue à votre Premier ministre, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, tout ce que moi je pose comme acte, il y a des gens qui vont se réunir pour dire mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il est en train de tromper tout le monde. Je ne trompe personne. Je fais juste ce qu'il faut faire et j'essaie de le faire bien, le meilleur que je peux. Maintenant, quand ça réussit, ceux qui sont avec moi, dont certains ont d'autres calculs, là, tiens, nous, Bolo, ils vont dire que je les ai dribblés. Je n'ai dribblé personne. C'est eux qui se sont dribblés. L'autre jour, j'ai expliqué ici, on a fait un grand mouvement, le peuple a fait un grand mouvement qu'on a appelé le M5RFP qui a tenu la dragée haute jusqu'à ce qu'il y ait des changements. Mais dans ce mouvement, il y a différents courants.
Il y a des gens en vérité qui étaient là tout juste pour bagabaga le président. Pour que les souffles que fait Douma, parce qu'ils étaient habitués à ça. Ils n'étaient là que pour ça. Chaque fois qu'on se réunit, on peut faire monter Angata en bas de là, en bas Bambi. Aujourd'hui, c'est fini. Mais les soirs, les mêmes vont rendre compte au service de renseignement. Parce qu'ils ont une mission. Il faut pousser ce mouvement à commettre des erreurs juridiques. Donc la lutte politique va se transformer en lutte judiciaire, on va les prendre, les mettre en prison. On coupe la tête, et puis le mouvement est mort. Donc celui qui est là pour ça, c'est ça son objectif. Il y a d'autres qui font du bruit. En fait, c'est pourquoi on les appelle pour les mettre quelque part. Parce que c'est devenu un sport favori au Mali. Vous aurez remarqué beaucoup de gens, ce n'est pas leur valeur, c'est parce que c'est des effrontés, ils insultent, ils parlent. Donc pour les calmer, il y en a qui étaient là pour ça. Il y a des gens qui m'ont dit clairement qu'ils ne manifestent pas pour le départ de Ibeka. Ils veulent surchauffer l'atmosphère jusqu'à ce qu'ils se débarrassent de son Premier ministre. C'était ça leur objectif. Il y a d'autres qui m'ont dit que leur objectif, c'est le départ du président. Mais le Premier ministre peut rester. Donc les deux n'étaient pas dans l'objectif qu'on vise. D'autres voulaient qu'on enlève le président, qu'on les mette. La réalité, c'est que la grande majorité des Maliens, ils n'étaient pas d'accord. La grande majorité des Maliens voulaient qu'on reprenne Kidal. N'étaient pas d'accord avec le fait qu'on ne peut même pas acheter des armes. Que les soldats meurent, on les met dans des fosses communes. Qu'un individu détourne l'argent. Il voyage, il est dans les avions, il se met des parfums, tout le monde a peur de lui. Est-ce que vous imaginez qu'on ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne? C'est-à-dire l'armée malienne, si elle se bat la nuit, elle ne peut pas avoir des lunettes qui lui permettent de voir. On interdit au Mali d'acheter ça. Le Mali achète un simple avion de transport. Il l'achète. On refuse de lui donner l'avion. Il transporte simplement des hommes. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on tombe sur un camp militaire. Il y a peut-être 200 personnes. Dans les papiers, on a mis peut-être 300. Mais en réalité, on a envoyé 200. Les 200 qui sont là-bas, au lieu d'avoir 200 fusils, ils ont peut-être 100 fusils. Les 100 aussi, au lieu de leur donner 3000 balles peut-être, ou 4000 ou 5000, je ne sais combien, on leur donne 100 ou 200. Donc les terroristes étudient. Ils font quelques semaines, des mois, et puis un jour, ils connaissent la réalité. Et ils viennent à 1000, 1200. Ils tuent tous les gens. Les quelques rescapés demandent des renforts. Le pays ne peut même pas transporter, parce qu'on lui a refusé d'acheter même un avion de transport. Il ne peut pas transporter les secours. Et on les tue tous. Or, l'argent pour acheter cet avion est sorti. C'est des pays qui ont refusé que le Mali ait ça. Ou un autre cas, le Mali sort l'argent de vos pères, de vos mères. Tous les députés votent, même les députés de l'opposition. Parce qu'on dit que le pays est grand. Vous voyez, on a pris la région de Kidal, à elle seule. Elle est plus grande que la Guinée, plus grande que le Sénégal. Elle est plus 10 fois, 20 fois plus grande que le Rwanda. Donc, le Mali dit il me faut avoir des vecteurs aériens. Quand il y a une attaque à 500 km, dans le désert, un camion ne peut pas aller, mais si vous avez un avion de chasse ou un hélicoptère, il peut aller en quelques secondes. Donc on sort l'argent pour acheter les équipements. Des dizaines et des dizaines de milliards. Il y a quelques individus qui vont intercepter l'argent. Ils le sortent, ils mettent dans des caisses, ils le ramènent à Bamako. Et on vient repartir entre des individus qui sont dans les mouvements.
et ils se partagent. Il y a des politiques, des militaires, des juges, des avocats, il y a tout là-dedans. Et le peuple ne fait que faire comme ça. Les enfants meurent, on les enterre, les autorités vont pleurer et puis on continue. Il y a des mines d'or au nord qui sont exploitées. L'or va où, on ne sait pas. Une partie de cet or-là, des gens l'amènent à Bamako. Ils corrompent tous les gens qui sont à la décision. Ils achètent des terres, ils construisent des maisons. Dans quelques années, on va dire qu'un tel pays est le premier producteur d'or. Et l'or a quitté le Mali. Les gens qui s'occupent qui font ça, leurs enfants sont dans les grandes écoles ici. Ils ont des châteaux, des piscines. Mais tous les enfants du Nord n'étudient pas. Depuis des années. Bon, c'est ça la situation du Mali. Donc la majorité des Maliens là, c'est ça qu'ils voulaient que ça change. Maintenant, à l'intérieur, il y a les groupes dont je vous ai parlé là, qui veulent avoir quelque chose, qui veulent être nommés. Il y en a déjà, vous avez appris, certains. Nous, on a mis le principe, pas d'attaque personnelle. C'est moi qui étais le chef du groupe. Mais quand on vient, il y a des gens qui prennent le micro, ils se mettent à faire des attaques personnelles. Après, l'autre prend pas, il l'appelle la nuit, il dit, bon, il y a comment d'abla. Non. Il y en a qui oublient même le téléphone, il paraît là. Voyez-vous? Donc, voici la situation. Donc, tous ceux qui veulent tricher là, ou bien là, moi, je suis resté droit dans mes bottes. Donc, on n'a trompé personne. Ce n'est pas un Merlin, ce n'est pas un, comment on l'appelle, Messi, rien. C'est les autres là qui se sont trompés. Mais malheureusement, on a fait 30 ans dans cette situation. Donc, tous les gens de votre génération là, pensent que tout ce qu'on fait, il y a des idées derrière pour tromper les gens. Donc le Premier ministre aujourd'hui, vous avez vu mon travail tellement difficile. Il y en a qui viennent, ah, Premier ministre, tu sais, il faut qu'on l'enlève. Il empêche le Mali, le président, lui, il est bien. Lui, il est imperturbable. Mais tu dis que tu aimes Dieu, tu n'aimes pas son prophète. Le Premier ministre, là, c'est le président qui l'a nommé. C'est le président qui a été investi au nom du peuple par la Cour suprême. Le Premier ministre, c'est un décret. Si le président n'est pas d'accord, il annule le décret. Comment tu peux dire que le président est bien, le décret qu'il a signé est mauvais? Mais beaucoup sont rentrés dans ça. Parce que beaucoup se disent, ce Premier ministre-là, il faut qu'on l'enlève. Vraiment, là, les Bora, on peut arranger nos affaires. Mais tant qu'il est là, ce Messie-là, il va encore nous tromper encore. On ne pourra pas avoir gain de cause. Donc c'est ça. C'est pour cela que vous voyez les assises. Aujourd'hui, tout le monde dans le gouvernement, même le président, car tout ce qu'on décide, on dit que c'est les assises qui ont demandé, c'est le peuple malien qui a demandé de faire l'audit des institutions, l'audit des mines. On est en train de changer le code minier, de faire l'audit de beaucoup de choses. L'autre jour, vous avez entendu, à l'aéroport, l'argent détourné en quelques années, ça suffit pour construire un nouvel aéroport. C'est des individus qui l'ont fait au Mali. Il y a des paysans auxquels on a tiré toutes leurs terres pour donner à des personnes pour faire des ports. Ces paysans ne peuvent rien. Donc c'est ça le plus important pour nous. Aussi longtemps qu'on n'a pas libéré Kidal, moi je me disais que la mission n'est qu'au début. Parce que les dénonciations et les écrits pour dire que c'est pas quoi ça. Moi je les faisais depuis 2018, j'ai les vidéos qui circulent. Donc ce n'est pas une affaire de M5 seulement, mais c'est un souhait profond du peuple malien. Mais si on ne fait pas attention, on risque d'interrompre ça. Aujourd'hui, tout ce que je fais, il y en a qui vont regarder qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui ne va pas dans le sens qu'ils veulent. Et je suis dans une équipe. Les hommes écoutent, ils écoutent les proches, ils regardent. Quelque chose, vous pouvez ne pas être convaincu aujourd'hui, mais demain vous pouvez être convaincu. Mais si moi qui décide de tout, je ne rentre même pas dans les jeux, ça va leur compliquer, retarder les choses au moins. Donc il y a beaucoup d'associations, par exemple, qui m'ont demandé d'être leur
leur parrain, pas seulement le parrain, mais vraiment les guider comme vous demandez. Il dit, vous êtes une organisation de jeunes. Il suffira que moi j'accepte d'être à la tête de ce que vous demandez, pour que vous ayez trop d'ennemis au Mali. Beaucoup vont chercher à vous gâter tout ce que vous faites. Parce que dans leur mentalité, je fais ça pour amener les Maliens avec moi et contre les autres. Donc, dans votre propre intérêt, si je suis devant votre affaire, ça vous plaît parce que vous êtes honnête, vous êtes sincère dans ce que vous voulez, mais vous êtes dans un environnement. Moi-même, je suis dans un environnement dont il faut tenir compte. Sinon, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime toujours encourager ceux qui travaillent. Même dans ma famille, les enfants qui travaillent bien, je fais la différence entre eux et ceux qui ne travaillent pas. Même les 5 doigts d'une main, Dieu ne les a pas fait tous égaux. Les meilleurs doivent gagner. Une société, c'est comme un train. Un train est composé de locomotives et de wagons. La locomotive, là, c'est les gens qui créent, intelligents, dynamiques. C'est les chauffeurs de la locomotive. La population, c'est ceux qui travaillent, qui sont dans les wagons. Sans locomotive, le wagon ne sert à rien. Sans wagon, la locomotive ne sert à pas grand-chose. Donc, ils doivent se compléter. C'est pour cela que tous les actes que moi je pose, j'essaie de les poser à l'aune de l'impact sur la situation générale. Parce que l'objectif, c'est de libérer notre pays de ces terroristes. Vous avez vu des chemins, on a trouvé des tunnels. Les gens, nos amis avec lesquels on s'est entendu qu'on va quitter de façon ordonnée, coordonnée et sécurisée, on s'entend pour se donner rendez-vous à midi. Nous, on vient à midi, on nous dit qu'ils sont partis depuis 6 heures. Qu'ils ont des problèmes d'insécurité. Et ils sont venus pour sécuriser les Maliens, et même ils sont en insécurité. Et Yere Bessira, tu peux défendre quelqu'un. Donc, en réalité, beaucoup d'armes lourdes ont été remises aux terroristes pour empêcher le Mali d'aller à Kidal. Parce que le centre que vous voyez là, le centre ne faisait pas partie des missions de l'aménagement, ce n'était pas prévu. On a amené l'insécurité au centre pour qu'on oublie le nord. C'est pour cela que vous avez vu les attaques du bateau Tombouctou, de Berre, tout ça c'est pour qu'on ne pense même pas au nord. Mais j'ai dit aux gens que nos parents arabes et touaregs, c'est les premières victimes de cette affaire-là. C'est eux qui sont dans les camps de réfugiés quand vous partez, c'est eux qui sont stigmatisés, alors qu'ils n'ont demandé rien à personne. Toutes ces rébellions-là, je vous dis, les meneurs là, ils viennent de l'extérieur. Ce n'est pas un arabe ou un touareg du Mali qui s'est levé pour dire qu'il fait la guerre. C'est des gens qui sont venus de l'extérieur. Ils ont fait la guerre dans beaucoup de pays, après on leur donne des armes, on dit allez-y dans votre pays. Mais vous savez, l'homme est très sensible. Les problèmes ethniques et religieux, il faut s'en méfier. Quand quelqu'un est de ton ethnie, de ta religion, on te dit qu'on l'a tué à cause de sa religion, vous perdez la raison. À cause de son ethnie. Donc ils viennent, ils disent, oui, et ils se battent pour le bonheur des populations du Nord. Les gens croient à ça, mais quand tu regardes les faits, ils se battent pour leur propre intérêt. Ces populations qui sont dans les camps de réfugiés, depuis plus de 10 ans, les enfants n'étudient pas à Kidal. Pourtant, la plupart de ces gens-là, ils ont étudié à Kidal. Leur chef Yad, juste, il a fait son second cycle, c'est dans les années 70 qu'il est parti en Libye. C'est de la même génération, on avait tous fui. En ce moment, il y avait une grande sécheresse qui a décimé 80% du cheptel. Nous, on a tous quitté le Mali. Ils sont partis en Libye à cette période-là. Mais nous, nos parents qui sont partis, ils envoient un peu d'argent à leurs parents, ils aident. Mais eux, vous faites tout le temps en Libye, vous êtes venus avec des armes pour tuer des Maliens. Et vous dites, oui, nous, on se bat pour les Touaregs et les Arabes. C'est archi faux. Les Touaregs et les Arabes sont les victimes directes de cette affaire. C'est pour cela que j'ai appelé beaucoup de gens, ne tombez pas dans l'amalgame. Parce que souvent, quand on te dit qu'on a tué ton frère, tu perds la raison. Et la colère, c'est une mauvaise conseillère. J'ai dit aux gens, dès que vous voyez quelqu'un qui fait l'amalgame, il faut le prendre et donner-le aux forces de sécurité. C'est des gens qui veulent provoquer. Parce que dès que vous touchez à quelqu'un de vos frères,
Ils vont sortir dans les radios privées. Ah, on est en train de tuer tous les Arabes et les Mali au Mali. Et même ceux qui ne sont même pas au courant, qui sont dans les ils vont se révolter aussi. On a fermé ici une radio, pourquoi? On est venu nous dire que notre armée a tué des Mauritaniens à la frontière. Que l'armée allait raser tout un village. Les gens ont fui dans la forêt. Et ils sont revenus. Ceux qui n'ont pas fui, l'armée les a tués, on les a entrés dans des fosses communes. Et on est venu ouvrir la fosse commune, on a vu qu'il y a 2 Mauritaniens là-dedans. Est-ce que vous imaginez un peu des gens que l'armée vient tuer, ils ont fui. Il y en a qui reviennent, qui viennent ouvrir les fosses communes et qui découvrent dans 2 blancs et ils disent que c'est des Mauritaniens. Les blancs ne vivent pas seulement qu'en Mauritanie. C'est archi faux. En réalité, c'était un montage. On téléphone à quelqu'un qui est à Bamako, on lui donne des crédits, de l'argent, lui il raconte sa version qu'on lui a dit de dire. Et cette version est diffusée dans le monde. Et celui qui écoute en Mauritanie, il va se révolter. Il va te dire, mais les Maliens sont en train de tuer mes parents, moi je ne suis pas d'accord. Effectivement, parce qu'on a tué des Mauritaniens à la frontière, on a tué des Guinéens. C'était la période de l'embargo, quand les 2 pays là ont dit qu'ils vont laisser les Maliens passer. Donc c'est pour révolter les populations là. Heureusement que les dirigeants de ces pays ont compris. On a envoyé une équipe à Mauritanie, le ministre de l'Intérieur, des Affaires étrangères, le chef d'état-major des armées et le directeur des services spéciaux. Ils ont montré à nos amis que là où l'armée a opéré est loin de là où il y a eu les morts. Les Guinéens, ils ont compris, ils n'ont rien dit. Mais c'est fait exprès pour créer la guerre ethnique chez nous. Moi, j'ai reçu un ambassadeur ici. Il a appelé des jeunes Arabes, des jeunes Touaregs, des jeunes Peuls. Il les entretenait. Il dit, bon, le jour où les Russes vont mettre les pieds au Mali, il faut vous révolter, dites à la population de revenir. Ils vont venir vous tuer tous. Parce que chez les Russes, la doctrine militaire, c'est que tous ceux qui sont armés, qui ne sont les forces armées de sécurité, c'est des terroristes. Donc à partir du moment où les rebelles sont arabes ou touaregs, on va vous tuer tous. Il faut que vous révoltez. On dit la même chose au peuple. Mais nous, notre État travaille, ce n'est pas les États des gens, des dormeurs qui font que jouir une forêt. Nous, on surveille tout. Donc, je l'ai appelé. Il a dit de faire attention. Il n'a pas voulu écouter. La fois suivante, j'ai dit au ministre des Affaires étrangères de l'appeler et lui dire de cesser ses activités subversives. Lui dire élever la science. Il va rentrer dans les explications, il ne faut même pas l'écouter. Mais ils ont continué. Et puis un jour, c'est son président, leur président qui s'attaque à notre président. Illégitime, et ceci et cela. Mais quelqu'un qui est illégitime, pourquoi ton ambassadeur est chez lui? Donc on a dit, bon, trop c'est trop. On a monté la route de l'aéroport. On a dit, il faut me voir là. On est watché à l'aéroport. Donc c'est comme ça, au cas femme. Il y a trop de problèmes corrects dans le Mali actuellement. Trop de problèmes. Donc toutes les petites choses qui peuvent amener les gens à compromettre le travail, moi j'essaie de les éviter. Parce que je ne peux pas aller chez tout le monde. Vous, c'est parce que vous êtes venus chez moi aujourd'hui. Mais dans le reste du pays, il y a des gens qui sont payés uniquement pour ça. Des gens se réunissent, ils se répartissent les rôles, vous fabriquez des articles, vous faites des émissions radio. Il faut que la population prémisse en nègre kabo mogola. Nan nègre bora bella ou bena fo président ya kabla. Ni président ya blanc, on va s'occuper du président en ce moment. Donc c'est pour cela que moi je me retiens de tout actuellement. Beaucoup qui sont venus, je les ai remerciés pour leur confiance. Mais j'ai dit ça, leur propre intérêt et de leur mouvement. Il faut garder le premier sort de ça. Parce qu'on va vous atteindre pour rien. En tirant sur lui, les balles vont aller vous tomber là-dessus pour rien. Parce que lui, comme je l'ai dit, il va tout droit. Il y a celui qui l'a dit qu'ils vont l'attendre au tournant. Je lui ai dit que nous, on ne tourne pas. Nous, on va tout droit. Donc, s'il nous attend au tournant, là, il ne va pas nous voir. Ça, c'est quand je suis devenu Premier ministre. Le patron de la délégation de la CEDEAO m'a dit, bon, toi, là, tu nous as tellement fatigués ici. Maintenant que toi, tu es devenu Premier ministre, on va t'avoir. J'ai dit, où? Il dit, mais on t'attend au tournant. J'ai dit, mais vous ne me verrez pas. Il dit, mais pourquoi? J'ai dit, mais moi, je ne tourne pas. Donc, si vous êtes au tournant, là,
Donc il ne faut pas que vous partez tout droit. Des gens qui pensent que vous allez tourner vont se mettre à vous tirer là-dessus pour rien. Je vous remercie vraiment de la confiance, de tout ce que vous avez dit sur moi. Je ne fais que travailler. Moi, je traduis ce que les Maliens veulent, ce que le président souhaite. Parce que le rôle d'un Premier ministre, c'est d'implémenter la politique, pensée et les orientations du président de la République et les souhaits du peuple malien. Quand j'ai été parlé à New York, je n'ai pas été parlé à mon nom, j'aurais pu faire ce discours-là à Bamako, ici, ça ne va nulle part. Mais quand ça a été fait là-bas, c'était au nom du président, au nom du peuple. Donc ça a eu une autre résonance. Et ce n'est pas moi qui l'ai fait un titre personnel, c'est le Premier ministre de la République du Mali. Mais je l'ai fait en synthétisant les souhaits des Maliens et ce que le président veut. Quand il m'a dit d'aller le remplacer, je croyais qu'il allait me dire il faut dire ça, mais non. Il m'a dit je vous fais confiance, vous savez ce que les Maliens pensent et ce qu'ils veulent. Donc c'est ça que je m'impose. Ce qu'il faut pour les Maliens, ce qu'ils veulent, ceux qui ne comprennent pas, je leur explique. Voici, mademoiselle, je ne veux pas vous décevoir, mais c'est pour votre intérêt. Très bien. Pour le reste, mes conseillers peuvent continuer à vous aider. Et beaucoup de courage. Moi, j'aime bien les jeunes qui sont ambitieux. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Il ne faut pas être prétentieux, mais il faut être ambitieux. Parce que c'est les ambitions qui vont bouger les choses. Celui qui, lui, ne cherche rien là, il n'a besoin de rien, il ne fait que dormir à Babla, Barakelate. Or, vous, j'ai compris que votre organisation veut promouvoir le travail, la solidarité entre les populations, la connaissance des jeunes, le partage d'expériences, le leadership. Et c'est exactement ce qu'il faut pour notre pays aujourd'hui. Voici ce que je voulais vous dire, Madame la Présidente. Merci beaucoup de votre aimable attention. Je vous remercie. La séance est levée. Je vais faire une photo de famille avec vous.